Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer la session qui permet de présenter le rapport Toward 2030, présenté par l'organisation xapa.org. Advise, Invest, Advocate. Quelques petits conseils pratiques permettant d'assurer une bonne animation de notre réunion. L'ensemble des slides sont en anglais, mais nous allons pouvoir, avec l'échange vocal, assurer une présentation en français de cette réunion. Donc, pour les participants, il y a la possibilité de pouvoir, en étant connecté sur Zoom, mettre en silencieux votre micro. Ça permet de pouvoir maintenir un son qui soit correct pour tout le monde. Les vidéos ne sont pas nécessaires pour cet échange. N'hésitez pas à inviter d'autres participants à la réunion. Et enfin, vous pouvez voir la liste des participants qui participent à cet échange dans la petite boîte qui y est associée. Pour avancer un petit peu dans la présentation, nous avons construit ce rapport qui a été publié le 6 janvier par l'organisation XAPA, accessible sur le site xapa.org. Dans cette idée de se dire qu'on entrait dans une nouvelle décennie en 2020 et en fait on voulait mettre quelques ingrédients optimistes sur plusieurs pistes concrètes de solutions qui permettaient aux acteurs privés, entreprises, investisseurs de pouvoir mobiliser des moyens, de pouvoir capitaliser sur un certain nombre d'initiatives, de réflexions qui avaient déjà été menées pour accélérer notre capacité collective à pouvoir progresser sur différents objectifs de développement durable 2030, des objectifs environnementaux, sociaux, éthiques, qu'on peut retrouver dans l'agenda 2030 des Nations Unies et qui sont souvent bien connus. Pour le temps de notre présentation aujourd'hui, nous allons donc vous proposer un agenda qui permet, dans un premier temps, c'est l'essentiel de notre échange aujourd'hui, de pouvoir parcourir les contenus du rapport Toward 2030. Préalablement, nous allons brièvement vous présenter notre organisation, XAPA, de manière à ce que vous puissiez connaître notre perspective et d'où on vient dans la rédaction de ce rapport et notre point de vue. Enfin, un dernier temps sera utilisé, plutôt court, pour vous présenter en fait une initiative qui s'appelle CITI, Scale-up Technical Training Initiative, qui vient en illustration finalement d'un certain nombre d'éléments clés qui ont été identifiés le long du rapport Toward 2030. XAPA en quelques mots. Alors XAPA déjà, ça vient de la langue Sioux, en langue amérindienne, qui veut dire discernement, sagesse. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter un petit peu de discernement, sagesse dans l'approche. Investisseurs et entreprises peuvent envisager leur contribution, leur réflexion stratégique et opérationnelle dans la manière dont elles projettent leurs activités dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. XAPA.org est une organisation qui a été créée comme une entreprise à mission. Et XAPA permet en fait de pouvoir avancer sur ce projet autour de 3 piliers. Il y a un pilier qu'on a appelé We Advise, qui est un pilier de conseil, un pilier We Invest, qui est un pilier dans lequel nous concevons et déployons des programmes d'investissement à impact, et un pilier qu'on appelle We Advocate, qui est un pilier dans lequel nous déployons différentes initiatives de plaidoyer. À travers nos activités de conseil, l'idée c'est de pouvoir accompagner entreprises et investisseurs dans leur compréhension stratégique et l'intégration opérationnelle des questions environnementales, sociales et éthiques dans leur modèle. Nous faisons ça à travers des exercices stratégiques de matérialité, à travers l'élaboration d'activités de conseil en stratégie qui permettent par exemple aujourd'hui de mettre à jour un certain nombre de programmes qui ont été faits pour voir comment aller plus loin, plus fort, accélérer à la fois les transformations des entreprises, mais aussi leur contribution sur les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques, indispensables à la réussite finalement des modèles d'affaires dans les prochaines années, la prochaine décennie. Également, nous menons des activités de risk and due diligence qui permettent, sur des enjeux, par exemple environnementaux, climatiques, biodiversité, eau, mais également des enjeux sociaux, droits humains,
principalement, de pouvoir bien comprendre comment les entreprises sont exposées à des risques éthiques, à des risques climatiques, et en fonction, pouvoir, dans leurs investissements, dans leurs projets, dans leurs produits et services, pouvoir gérer, prendre en compte ces risques climatiques, environnementaux, droits humains. Enfin, nous avons un volet, qui est un volet dit de remédiation, de formation, associé à ces enjeux. Dans le pilier d'investissement, nous pensons que c'est un axe fort et qui est central dans notre développement et notre constitution à xapa.org. L'idée, c'est de pouvoir fédérer des écosystèmes d'investisseurs, d'entreprises et de décideurs, dans des écosystèmes plus larges de parties prenantes, pour pouvoir amplifier, accélérer le déploiement de solutions permettant de décarboner, permettant de pouvoir avancer sur les questions de biodiversité, permettant de traiter à la source un certain nombre de problématiques générant des questions éthiques ou dans les droits humains. C'est ce que nous faisons avec notre pilier d'investissement. Enfin, à travers notre pilier de plaidoyer, nous produisons régulièrement un certain nombre de contenus. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de pouvoir parler plus amplement de notre rapport à Towards 2030. Également, nous vous invitons à consulter plus précisément et régulièrement notre blog en français et en anglais, qui contiennent des mises à jour réguliers d'articles, notre section de publication, dans laquelle nous publions, aux côtés du rapport dont nous allons parler aujourd'hui, Towards 2030, un ensemble d'autres publications régulières sous forme de briefing papers sur différents sujets. Nous avons également la possibilité, nous organisons régulièrement quelques événements et webinars. Notez que d'autres webinars sont à venir et permettront de pouvoir permettre à un certain nombre d'entre vous de continuer à participer à des discussions sur un format d'1 heure similaire à celui-ci. Xapa fonctionne sur la base d'une organisation qui tient son siège à Paris et qui comporte un réseau d'experts internationaux, donc plus de 150 personnes, qui permet de pouvoir assembler un certain nombre d'expertises, qui peuvent être des expertises financières, comptables, juridiques, qui peuvent être des expertises thématiques autour des questions environnementales, sociales, éthiques sur lesquelles nous travaillons. Ça peut être des questions de développement, de droits humains, d'agronomie, par exemple. Et donc, ça nous permet de pouvoir de contextualiser l'ensemble de nos opérations et de pouvoir intervenir sur un certain nombre de territoires dans le monde. Pour en savoir plus sur nos activités de conseil, nous vous invitons à regarder plus précisément notre site internet. Ces éléments sont disponibles également en français dans la section Advice, conseil de xapa.org. Pour autant, ici, vous pouvez voir un petit peu plus en détail les différentes activités. L'idée à travers nos activités de conseil, c'est véritablement d'apporter de l'expertise, je dirais, de pointe, qui permettent aux investisseurs et aux entreprises de pouvoir être beaucoup plus stratégiques dans la manière dont ils peuvent allouer leurs ressources pour transformer leurs activités et amplifier leur contribution, tout simplement sur les enjeux de l'agenda 2030. Dans notre partie plaidoyer, vous avez ici un peu plus d'éléments concernant nos activités. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure également nos activités sur les médias sociaux, mais avec Xapa, nous avons bien sûr un compte LinkedIn, un compte Twitter, qui permettent de pouvoir, sur lesquels nous vous invitons de vous connecter et de suivre, parce que ça vous permet comme ça de pouvoir recevoir régulièrement des mises à jour sur vos productions. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie, qui est le cœur en fait du temps de webinaire que nous avons ce jour ensemble. Le rapport Towards 2030, qui a été publié début janvier 2020 et qui part d'un constat extrêmement simple. De nombreuses études, de nombreux travaux montrent que nous sommes dans une décennie qui est essentielle dans l'atteinte, la transformation de nos sociétés, de nos modèles d'affaires économiques, financiers, vers la capacité à créer des sociétés qui soient plus résilientes, qui soient plus inclusives. À cet effet, certains évoquent le fait que la décennie passée serait ou aurait été une décennie perdue. En fait, la réalité est plus complexe. Évidemment, beaucoup de choses ont été faites dans les précédentes décennies, mais c'est insuffisant. Donc, avec le rapport Towards 2030, notre ambition a été de pouvoir identifier des sujets sur lesquels on pensait qu'il y avait des solutions concrètes, disponibles, déployables, testées, qui pouvaient être mises à la disposition des investisseurs et de toute entreprise pour pouvoir accélérer à la fois leur compréhension
transformation et leur adaptation à un monde en pleine mutation qui subit des révolutions digitales. La révolution digitale est en train de transformer profondément la manière dont on a accès aux clients. On fonctionne aujourd'hui dans les interactions même à l'intérieur des organisations. Et c'est une donne sur laquelle il faut, qu'on la veuille ou non, sur laquelle on est obligé de s'appliquer. Il y a également évidemment la question de la pression environnementale. La pression environnementale est un peu plus forte sur les questions de biodiversité, eau, sur les questions évidemment climatiques. On voit bien que nous entrons dans une décennie où l'acceptabilité d'un certain nombre d'activités va devenir de plus en plus compliquée sans bonne prise en compte de la donne climatique et environnementale. Enfin, une révolution sociale qui est en cours, sur laquelle une demande est forte sur les territoires, de voir la valeur créée par des acteurs économiques qui créent de la richesse, mieux la partager, créer des emplois, autant de possibilités de qualité, mieux tenir compte des questions de genre, égalité homme-femme par exemple, et plus largement adresser les questions éthiques dans des milieux, dans un monde qui est toujours plus transparent. Et on est toujours en recherche de raison d'être et de donner du sens, mettant les actes, la manière dont on prend des décisions et qu'on agit en cohérence avec les principes. Bref, bienvenue dans la décennie de l'action, la Delivery Decade, qui est une décennie dans laquelle on le voit, les entreprises et les investisseurs sont en milieu de turbulences importantes et vont devoir faire évoluer profondément leur modèle d'affaires. Voilà l'ambition de ce rapport. À savoir, vous avez la possibilité de pouvoir consulter ou partager une vidéo d'un peu plus de 2 minutes qui résume très simplement les enjeux que je viens d'évoquer et qui peuvent vous servir également même dans vos propres organisations pour pouvoir rapidement partager l'information et mettre à niveau vos propres collègues, vos propres collaborateurs, vos propres parties prenantes. Cette vidéo, un lien est fourni sur ce document. Ce document étant un document qui va être à la suite de ce webinaire disponible sur notre site internet dans la partie publication en français. Et également, cette vidéo est accessible notamment via notre page LinkedIn, notre page Twitter, xapa.org, @xapa.org, et la page par laquelle vous pouvez télécharger le rapport complet, l'executive summary de ce rapport Towards 2030. Alors, ce qui est en jeu, ce que nous avons voulu traiter dans notre rapport, ce sont les choses suivantes. Nous entrons dans un monde où la révolution digitale va profondément mobiliser transformer les activités économiques d'une part, et d'autre part, c'est un élément nouveau apporté dans notre discussion pour ce webinaire aujourd'hui, nous pensons que nous sommes à un moment où les liquidités financières qui sont disponibles sont très importantes, ne travaillent pas de manière optimale du point de vue même de financiers eux-mêmes, qui ne s'intéressent pas forcément aux questions, aux objectifs de développement durable. Et il y a des innovations qui se déploient ou qui ont déjà été largement testées dans de nombreuses activités financières qui peuvent être portées à contribution de programmes permettant aux entreprises, aux filières, de pouvoir mobiliser plus de ressources financières privées au service du déploiement et de l'amplification de programmes permettant d'atteindre, en tout cas de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ainsi, nous pensons que l'agenda 2030, les 17 priorités qui sont définies dans l'agenda 2030, définissent, et c'est quelque chose d'assez unique et d'essentiel en fait dans la courte histoire des questions de développement durable, l'agenda 2030 organise un ensemble de priorités à la fois vagues, certes, mais en même temps qui sont quand même structurantes pour dire autour de quels enjeux les acteurs privés, toutes les parties prenantes sont amenées à devoir contribuer. Par exemple, les questions de genre et d'égalité homme-femme. Par exemple, la question climatique. Par exemple, la question de ce qu'on appelle la vie sur Terre, ou la vie dans les océans, qui peut toucher des questions de biodiversité. 17 priorités sont définies. À chacun de choisir les priorités qui sont les plus pertinentes par rapport à leurs activités, par rapport à leurs contributions, mais pour autant, ça permet de pouvoir structurer et canaliser les efforts. Le point numéro 2, je vais dire qu'il ne s'agit pas d'être candide et naïf quant à la manière dont les nouvelles technologies ou les technologies digitales peuvent amplifier les programmes. On est tout à fait conscient d'un certain nombre d'enjeux éthiques,
notamment par exemple dans la confidentialité et la gestion des données, ou des questions environnementales qui sont associées au déploiement de nouvelles technologies, peuvent être particulièrement énergivores et qui peuvent d'ailleurs mettre en cause les programmes climatiques. Pour autant, et c'est le cœur de du rapport qu'on étudie aujourd'hui, nous constatons que de toute façon, ces révolutions technologiques sont en cours et qu'il faut essayer de capitaliser dessus. Le troisième point étant un point associé finalement à cette quantité de liquidité disponible qui existe, et nous pensons qu'un certain nombre de signaux qui ne sont plus si faibles que ça, qui deviennent forts. Nous sommes en janvier 2020, le dernier sommet de Davos l'a encore montré. Il y a un intérêt croissant, réel, pour des investisseurs mainstream, pas forcément initialement mobilisés par l'agenda 2030, de pouvoir explorer la possibilité de réfléchir plus sur l'impact, sur le désinvestissement de certaines activités dont l'acceptabilité devient de plus en plus un risque. Bref, il y a mobilité, à pouvoir mobiliser plus intelligemment des liquidités au service d'un agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Voilà ce qui est en jeu. Le rapport 2030 est un rapport qui a exploré, d'un point de vue méthodologique, de l'information qualitative et quantitative. Qualitative, nous avons exploré, nous avons pu conduire un certain nombre d'entretiens et puis collecter un certain nombre d'informations disponibles dans le domaine public. Et puis, nous avons essayé aussi d'échanger avec un certain nombre d'acteurs et de rassembler de l'information nous permettant de pouvoir identifier les pratiques qui étaient disponibles, évaluer la maturité d'un certain nombre d'acteurs, entreprises, écosystèmes de parties prenantes, investisseurs institutionnels, autour des questions qu'on porte dans le rapport Towards 2030, avec une question relativement simple. Dans quelle mesure ces entreprises, ces acteurs s'intéressent à un certain nombre d'enjeux de l'agenda 2030? Est-ce vrai, ainsi que ces acteurs s'y intéressent, et sous quel principe, premièrement? Deuxièmement, quelles sont les technologies et quel est le potentiel qui est offert par les technologies digitales pour accélérer la contribution, l'impact des activités des acteurs privés sur l'agenda 2030? Troisièmement, quel est l'ensemble de techniques, d'outils innovants portés aussi par la finance qui peuvent être mis à contribution pour attirer un peu plus ou beaucoup plus d'investissements privés au service de programmes servant premièrement des enjeux de développement durable et deuxièmement étant en cohérence ou amplifiant l'impact positif permis par des technologies digitales. Alors entrons dans le vif du sujet. Premièrement, quels sont les sujets thématiques de développement durable qui intéressent ces différents acteurs? Nous avons identifié à travers le rapport 6 thématiques prioritaires qui sont résumées ici. Alors c'est intéressant parce qu'on a une grande complexité finalement de programmes, d'activités qui viennent alimenter en fait ces 6 axes-là, mais au final, si on doit simplifier, synthétiser, c'est quand même les 6 priorités qui animent les acteurs privés. La question de la décarbonation, qui est intimement liée bien sûr à la question climatique, la question de la gestion de la ressource en eau, la question de la déforestation et de la responsabilité des entreprises dans leur filière, notamment d'approvisionnement, dans leurs activités de déploiement, par exemple, dans l'empreinte finalement industrielle d'un certain nombre de leur activité, la question de la déforestation. Quatrièmement, la question de la circularité, le développement d'économies plus circulaires. À noter que ce point-là peut venir toucher les questions, par exemple, de plastique. Et enfin, cinquièmement et sixièmement, des questions plus sociales, qui évidemment apparaissent de manière transverse dans les autres points. Les questions d'eau, les questions climatiques touchent plus près les questions sociales, mais sur les points 5 et 6, l'angle d'entrée de l'intérêt des investisseurs et des acteurs privés sont bien les questions d'inégalité sociale, comment les traiter. Et par exemple, on voit bien toutes les questions de répartition des richesses sur de la valeur créée sur des territoires, auprès d'employés, dans les chaînes de valeur, dans les chaînes d'approvisionnement. Et le point numéro 6 est un point
plus holistique sur la question du respect des droits humains le long des activités, plus notamment aussi dans la dimension éthique. Alors, nous allons brièvement parcourir ces différents éléments avec quelques chiffres clés pour ensuite plonger sur les questions digitales et les questions d'innovation financière. Donc juste un chiffre à retenir sur les questions de décarbonation. On ne sait pas précisément où nous en sommes sur les trajectoires à 2100. Ce que l'on sait, et certaines prédictions peuvent monter jusqu'à plus 7 degrés d'ici à 2100, ce que l'on sait, c'est que nous ne sommes pas en trajectoire permettant d'espérer rester à 1,5 degré. Et ce que l'on sait également, par rapport à un rapport qui a été publié par le GIEC en novembre 2018, c'est qu'on voit à quel point le demi-degré, c'est-à-dire le passage ne serait-ce que de 1,5 degré à 2 degrés, présente en lui-même un écart majeur en termes d'impact. Donc, plus on s'approche de 1,5 degré, plus c'est important. Donc, il y a réellement une urgence qui est très largement partagée aujourd'hui sur les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre le long des chaînes de valeur, sur les questions d'amplification des investissements sur toute activité aliment facilitant la transition énergétique et le développement du renouvelable et les questions d'efficacité énergétique. Et enfin, sur les questions d'adaptation permettant d'adapter des infrastructures, par exemple dans des activités agricoles, la manière dont ces activités agricoles sont produites, pour prendre juste quelques exemples, à des changements climatiques qui vont amener. Également, si vous prenez une position d'investisseur, ce dernier point s'applique aussi sur la manière dont il faut anticiper et adapter un portefeuille, par exemple, d'actifs, dans la manière dont on voit bien comment le changement climatique va faire évoluer la capacité de rendement d'un certain nombre d'actifs dans les prochaines années. Sur les questions de gestion de la ressource en eau, un chiffre est essentiel à retenir, c'est tout simplement qu'on voit bien que d'ici 2050, on va avoir une pression sur la ressource en eau disponible qui est majeure, qui va augmenter de 70%. Alors, et c'est important de le signaler, la ressource en eau est une ressource qui est une ressource constante. Elle n'augmente pas, elle se transforme, en ce sens elle ne diminue pas, bien que sa qualité peut significativement se diminuer, sous les effets notamment de pollution, mais je dirais le stock global d'eau n'augmente pas. Donc on a une augmentation de population et de besoins associés à un stock constant. Ainsi, plusieurs actions détaillées dans le rapport Toward 2030 permettent d'orienter et de prioriser l'action d'investisseurs et d'entreprises autour de 4 points qui sont rappelés sur cette page de rapport. J'en évoquerai juste un. C'est quelque chose d'intéressant, c'est le premier point. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en matière d'empreinte carbone. Il est possible, aujourd'hui, de plus en plus, ça fait une dizaine d'années que ça existe et que ça s'amplifie, de faire aussi des empreintes eau, c'est-à-dire mesurer un peu dans l'esprit de son empreinte carbone sur les périmètres 1, 2, 3, son empreinte eau sur les périmètres 1, 2, 3. L'idée étant de pouvoir bien comprendre dans quelle mesure les activités d'une entreprise donnée, dans ses activités amont, d'approvisionnement, de production, de distribution, d'utilisation de produits finis, porte une pression sur la ressource en eau, qu'est-ce qui peut être fait pour le diminuer, l'optimiser. La question de la déforestation en 2019 a été une question qui est revenue encore une fois au cœur de l'actualité, même si cela n'a absolument rien de nouveau, du fait des feux impressionnants qui ont été observés dans l'Amazonie au Brésil, puis dans la deuxième partie de l'année en Australie, par exemple. Pour ne prendre que ces exemples-là, puisque d'autres exemples ont été un peu moins médiatisés, mais des feux très impressionnants similaires ont lieu par exemple en Russie. Ces feux traduisent de manière dramatique et de manière médiatique un phénomène qui se développe depuis des décennies, qui est un phénomène de déforestation. Retenir un chiffre, 0 sur 350 des entreprises considérées comme étant les plus importantes ont pu atteindre des objectifs zéro déforestation qu'elles avaient pu se fixer elles-mêmes en 2015. Il y a donc à la fois une conscience de la part d'un certain nombre de grandes entreprises sur la question et leur responsabilité en matière de déforestation et, force est de constater, une impuissance à ce jour à atteindre des objectifs qui touchent à des questions de traçabilité, qui touchent à des questions de
prise en compte d'enjeux sociaux aussi sur les terrains, voire à des questions de corruption, parce que vous avez des territoires sur lesquels les gouvernements qui prennent des engagements en termes de protection des forêts qui ne sont pas respectés par les acteurs et les autorités locales. Ainsi, en 2020, la question qui se pose pour les prochaines années, c'est véritablement de capitaliser, d'apprendre, de tirer les enseignements de pourquoi les objectifs zéro déforestation n'ont pas pu être atteints. Et vous avez ici 3 points qui permettent d'explorer des pistes de solutions permettant de pouvoir progresser sur ces questions de manière urgente. Vous avez des investisseurs, à la suite notamment des incendies en Amazonie, qui se sont remobilisés pour vérifier, encourager leurs actifs à mieux prendre en compte, mieux gérer la question de la déforestation et apporter des garanties. Certaines productions sont bien évidemment en première ligne, bœuf, soja, huile de palme, production de bois par exemple. La question de la circularité grandit. Vous avez une photo sur cette page qui prend l'exemple de la question du plastique, qui est symbolisée autour de la bouteille de plastique et du PET, qui est une question dont l'acceptabilité est montée véritablement en flèche sur les récentes années. Non pas que les préoccupations autour de la recyclabilité du plastique soient nouvelles, ce sont des questions, les premières analyses de cycle de vie explorées sur du plastique qui date de la fin des années 1960. Pour autant, on a un phénomène majeur qui est tout nouveau, qui s'est traduit de manière très concrète, avec de plus en plus, par exemple, si vous prenez juste la question des bouteilles en plastique de villes, par exemple, de municipalités, d'entreprises qui ont décidé de bannir l'utilisation de bouteilles plastiques. Donc, il y a un phénomène qui se passe et qui se traduit très concrètement par le fait qu'on est sur un développement exponentiel du plastique qui pose de véritables questions, si on regarde ça dans une logique d'agenda 2030, sur les questions de vie sur Terre, vie sur mer, par exemple, vie dans les océans. Ainsi, nous proposons, à travers le rapport Towards 2030, 3 pistes principales d'action pour les investisseurs et les entreprises, permettant de mieux accélérer, mieux déployer et amplifier surtout les questions de circularité. Le problème étant qu'il existe beaucoup de pilotes dans ces espaces, beaucoup de cadres conceptuels bien connus, bien identifiés. Toute la question est aujourd'hui plus à la montée en échelle pour ces questions. Point numéro 5, croissance inclusive. C'est un concept qui plaît en fait beaucoup à un certain nombre de décideurs économiques, cette idée de pouvoir projeter leurs activités dans des logiques de croissance inclusive. C'est un concept qui répond aussi à des enjeux sociétaux majeurs. On le voit sur les récentes années, que dans beaucoup de territoires, il y a une véritable volatilité sociale qui se traduit par toutes sortes de formes de manifestations qui viennent questionner la question du pouvoir d'achat, la question du futur, la question de la transition juste, qui est portée aussi par les enjeux environnementaux qu'on a déjà vus. Et donc, dans ce contexte-là, quel est le rôle, premièrement, des autorités des acteurs publics à s'assurer d'un transfert fiscal juste, de la création de salaires, d'emplois qui soient des emplois de qualité, et quelle est la contribution des entreprises et des acteurs financiers qui sont des créateurs de richesses dans l'économie et sur les territoires. Ici, nous proposons là encore un certain nombre de pistes d'action très concrètes autour desquelles entreprises et investisseurs peuvent se mobiliser pour contribuer, définir leur démarche de croissance inclusive, tant dans l'analyse de leurs activités pour identifier les espaces sur lesquels ils peuvent mieux partager de la richesse, que pour identifier également les risques, notamment sur lesquels l'ignorance est souvent le principal problème en termes de croissance inclusive. Quand on ne sait pas quels sont les acteurs qui ne sont pas bien servis, c'est tout un travail qui s'est fait aussi en matière d'exploration d'enjeux de droits humains qui permettent de bien identifier des populations vulnérables qui peuvent être mieux incluses dans les démarches, dans les programmes des entreprises, par exemple, dans leur fonction achat, et dans les approvisionnements qui sont effectués ou sur les territoires. Enfin, j'associerai ce dernier point de droits humains aux questions éthiques, qui sont en fait la manière dont
de plus en plus de régulations de par le monde incitent investisseurs et entreprises à cartographier leurs risques en matière de droits humains. En France, il y a la question du devoir de vigilance désormais, mais c'est appuyé par un certain nombre d'autres réglementations internationales qui viennent aussi faire pression sur les entreprises françaises dans leur logique de relation de clients-fournisseurs, par exemple, dans leur capacité à exercer des activités sur d'autres territoires, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, par exemple, en Allemagne, au Japon, pour prendre seulement quelques exemples, même en Afrique du Sud. Et donc, en fait, toute la question est dans la capacité à cartographier dans un premier temps des risques. Et attention, la cartographie des risques suppose de prendre un ensemble d'enjeux de droits humains, si on prend la Déclaration universelle des droits humains, et de pouvoir avoir une vision holistique sur toute une chaîne de valeur, comment je m'approvisionne, comment je produis, comment je fournis, et comment mes clients utilisent mes produits, par exemple. Si vous êtes un investisseur, c'est un petit peu la même logique, c'est comment je sélectionne les espaces dans lesquels je vais investir, dans quel dialogue je me situe par rapport à mes émetteurs, pour comprendre la manière dont ils gèrent du risque, et ensuite, quelle est mon exposition en tant qu'investisseur sur du risque qui pourrait s'avérer. Certains d'exemples, on voit comment l'investisseur peut être considéré comme complice, donc partager la responsabilité lorsque des violations de droits humains sont opérées sur des questions opérationnelles très complexes comme travail des enfants, trafic humain, conditions de travail par exemple, dialogue social. Donc voilà quelques exemples. Donc tous ces espaces-là incitent les entreprises à devoir mieux cartographier les risques, mettre en place un plan d'action qui permette de montrer leur prise en compte d'un certain nombre de risques et de manière raisonnable de voir ce qu'elles peuvent faire pour réduire ces risques. Et surtout, c'est le plus important finalement, être capable de démontrer dans la durée l'impact des mesures qui sont mises en place du point de vue des populations identifiées, cibles, pour être capable de démontrer que les mesures déployées réduisent du risque sur ces populations cibles identifiées en termes de risque de violation de droits humains. Nous avons ainsi couvert l'ensemble des enjeux. Maintenant, étudions les technologies qui sont mises à disposition, que nous avons explorées dans le rapport Towards 2030, que vous pouvez télécharger sur le site xapa.org dans la section publication, permettant d'être une véritable boîte à outils au service d'une amplification de programmes permettant de gérer à la fois une complexité, un besoin de monter en échelle à un coût qui puisse être un coût maîtrisable. Alors nous avons étudié un certain nombre de technologies qui sont résumées très simplement sur cette page-là. Alors la première chose à retenir, c'est un certain nombre d'acronymes. Réalité virtuelle, VR, réalité augmentée, AR, IoT, en fait, objets connectés, AI, intelligence artificielle, 5G c'est plus connu, robots, blockchain, chaîne de blocs. Donc vous avez comme ça plusieurs technologies qui sont explorées. Pour autant, les principales conclusions que nous vont partager et porter à votre connaissance dès à présent, en fait, évidemment, toute activité économique est impactée. Il doit se poser des questions sur la manière dont ces différentes technologies peuvent interagir, peuvent leur permettre de maintenir et de nourrir la compétitivité, voire le risque, c'est évidemment l'effet dit Kodak, c'est de ne pas prendre le virage de ces technologies et d'être complètement latéralisé dans différentes activités économiques. Donc le sujet est hautement et éminemment stratégique pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Pour autant, deux autres points qui sont importants à partager, c'est le deuxième. En fait, ce qu'on constate à travers nos travaux, c'est qu'en fait, ces technologies sont particulièrement intéressantes lorsqu'elles sont interconnectées, lorsqu'elles sont combinées les unes entre elles. Et donc, par exemple, l'Internet des objets avec du blockchain, c'est autre chose que simplement explorer l'un ou l'autre. Donc ça, c'est un point essentiel. Et enfin, le dernier point, c'est un point qui est associé à la courbe de maturation de ces différentes technologies. Avec une chose très simple qu'on évoque à travers notre rapport, c'est qu'on a tendance à surestimer, surexposer l'impact court terme de ces différentes technologies qui peuvent, pour certains, et à raison, apparaître comme gadgets, parce qu'au final, elles ne changent pas tant que ça les choses dans le quotidien. Donc, on a tendance à surévaluer cet impact de court terme, tout en sous-évaluant finalement les profondes transformations qu'elles peuvent opérer de long terme.
pour ceux parmi vous qui participent à ce webinaire et qui ont l'ancienneté d'avoir pu découvrir, par exemple, Google à ses débuts, peuvent se souvenir de la première expérience, impression qu'ils ont eue quand ils sont rentrés dans Google, en disant « oui, bon, ok, Google, ça change pas non plus complètement ma vie ». Et on voit bien, à plus 10, 20, 30 ans, 20 ans, la manière dont des espaces de ce type-là, d'un moment à l'autre, sont venus changer, faire évoluer, devenir des parties prenantes essentielles d'un certain nombre d'éléments de nos vies quotidiennes. Alors, on essaie de se projeter à travers ce rapport-là, dans la décennie. Donc, on partage un certain nombre de chiffres qui permettent de pouvoir essayer d'imaginer le monde tel qu'il est susceptible d'exister à 2030. Et un enseignement qu'on souhaite partager, c'est la manière dont, d'ici 2030, on va avoir un monde qui va être profondément connecté. Et donc, vous voyez, environ 50% des personnes sont déjà connectées dans le monde aujourd'hui et le seront encore plus dans la prochaine décennie. Deuxième élément qui est très important, c'est que tout cet espace technologique n'est pas un espace qui est l'apanage de grandes entreprises qui ont des moyens de pouvoir tester des chaînes de blocs. De plus en plus, ces technologies deviennent particulièrement accessibles pour des petites entreprises. Quand on sait que dans la plupart des économies, les petites entreprises représentent 90, 95, 98% du tissu, c'est évidemment un élément majeur d'adoption, de diffusion de ces technologies, qui peuvent être, en l'occurrence, autant de la chaîne de blocs, du drone, de la robotique, de l'Internet d'objets connectés. Pour prendre juste l'exemple de l'intelligence artificielle, on voit bien qu'on est aujourd'hui sur un marché en 2017 qui évalue environ à 16 milliards de dollars, et compte tenu des projections qui sont d'ores et déjà provisionnées, on est sur une croissance estimée à plus de x10 d'ici 2025. Donc, si vous n'avez pas encore expérimenté, ou de toute façon, sans le savoir, vous l'expérimentez déjà, les algorithmes, les effets de machine apprenante et d'intelligence artificielle sont déjà en train de transformer, et d'ici 2025 vont encore plus transformer la manière dont beaucoup d'activités économiques s'opèrent et dont vous allez pouvoir les vivre dans vos propres vies individuelles, dans votre travail et dans la manière dont vos propres clients, fournisseurs vont de plus en plus opérer. On prend l'exemple de l'agriculture où on voit qu'il y a une corrélation intime de plus en plus entre agriculture et technologie qui s'opère depuis une bonne dizaine d'années et dans laquelle, par exemple, la combinaison, voilà un exemple qui vient tout à fait illustrer le propos qui était évoqué un peu plus tôt, l'Internet, enfin de l'IoT, les objets connectés, enfin de l'intelligence artificielle, viennent ensemble développer la prédictabilité et la manière dont on alloue les ressources, anticipe par exemple les plantations, les semences, le suivi de différentes activités agricoles, et c'est une révolution majeure. La réalité virtuelle vient elle aussi encore changer significativement des processus, par exemple les questions de formation. Dans le rapport Toward 2030, nous avons exploré et nous avons porté à l'attention des lecteurs un certain nombre d'exemples, des petits cas courts, concrets, qu'on a pu identifier, qu'on a trouvé signifiants et intéressants à partager. Et là, par exemple, vous avez juste l'exemple que j'évoquerai, qui est celui de Sodexo, où pensons à la difficulté du transfert de formation. Donc qui peut historiquement s'opérer de manière séquentielle, avec des contenus. Là, en fait, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est réalité virtuelle, en fait, on a la possibilité de pouvoir projeter un opérationnel dans une cuisine, par exemple, et de former assez rapidement sur les questions de santé, sécurité, sur le poste de travail, et sur les questions de gaspillage alimentaire, en l'aidant avec un équipement de réalité virtuelle à projeter son environnement de travail dans des situations où il comprend les risques auxquels il peut être exposé. Le processus d'apprentissage est décuplé, c'est très concret. La 5G est en cours de déploiement. Elle pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions en termes
dans les besoins énergétiques qui sont associés. C'est aussi un vecteur important, notamment de déploiement, c'est tout ce qui est Internet des objets. Donc on voit bien, on est à un moment assez critique où de toute façon ce déploiement de la 5G est déjà en train de se réaliser dans un certain nombre d'économies. On prend l'exemple de la Corée du Sud. Donc je dirais d'un point de vue environnemental, on peut regretter une partie de ce déploiement de technologie, mais j'aurais envie de dire que le train est en marche. Et que la question, c'est de voir comment exploiter, capitaliser sur ces technologies, tout en étant conscient des risques environnementaux et sociaux qui sont associés, de manière à pouvoir les gérer au mieux. Les chaînes de blocs sont largement exploitées et étudiées dans le rapport Towards 2030, et elles posent beaucoup de questions, tout simplement sur les questions d'agenda 2030 autour par exemple, d'enjeux très simples. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la déforestation. Pour les programmes peinés à obtenir du succès parce qu'on avait du mal à gagner en traçabilité, les technologies de blockchain sont un espace très intéressant qui est de plus en plus exploré pour justement augmenter la transparence et la traçabilité de chaînes de valeur. Mais également, les blockchains sont un outil ou un levier très intéressant dans la capacité de pouvoir porter à des populations, par exemple en bout de chaîne, sur des chaînes agricoles, pour prendre cet exemple-là, donc des petits producteurs, leur permettre de pouvoir augmenter leurs revenus, en réduisant notamment des intermédiaires d'une part, et ou en permettant de pouvoir créer des espaces virtuels, on y reviendra un peu plus tard, de monnaie d'échange. On a exploré la question du quantum computing qu'on a voulu mettre en avant dans ce rapport, parce qu'on trouvait que c'était une manière de pouvoir contrebalancer un petit peu les risques dans lesquels on pouvait projeter le déploiement de la révolution digitale sur les questions notamment énergétiques, avec des technologies qui sont disruptives et qui offrent un saut dans le traitement en fait, de quantités très importantes d'informations dans des temps beaucoup plus courts, ce qui permet de pouvoir potentiellement, puisque ce sont encore des espaces qui sont explorés dans des milieux industriels et dans des laboratoires scientifiques principalement, qui peuvent offrir en fait des solutions de découplage entre finalement l'exploitation de solutions technologiques d'une part, tout en réduisant significativement la consommation énergétique qui peut être associée. Un seul exemple, vous l'avez en bas de cette page-là, vous pouvez imaginer des systèmes qui permettent d'utiliser des super ordinateurs, donc avec de très très grosses capacités de calcul, qui devraient mettre 10 000 ans à résoudre certains problèmes. Et Google et la NASA ont été capables d'utiliser ces technologies quantum pour le résoudre en 200 secondes. Donc là, on est peut-être très probablement sur des sauts qui sont très intéressants et très importants à factoriser dans toute réflexion associée au déploiement digital et évidemment aux questions énergivores qui peuvent y être associées. Un certain nombre d'enjeux associés à la robotique apparaissent. J'aborderai ce point-là simplement sur la question notamment de la place laissée au travail humain. Dans le rapport Towards 2030, on explore tout particulièrement la transformation du monde du travail et parmi nos conclusions, on arrive à plusieurs conclusions dans lesquelles maintenir et on pense que le travail finalement se transforme bien plus qu'il risque de se perdre. Toutes les questions d'un accompagnement de technologies qui sont utilisées et puis surtout de développement des capacités individuelles sur lesquelles l'humain, quels que soient les niveaux opérationnels, stratégiques qu'ils peuvent avoir dans toute organisation que ce soit, ont clairement un rôle à jouer sur la question notamment de tout ce qui est travail de proximité, tout travail qui peut supposer de la créativité, de l'intelligence émotionnelle notamment. Ça c'est pas forcément une question qui touche que les métiers les plus qualifiés. Un certain nombre de métiers considérés comme étant moins qualifiés sont des métiers dans lesquels on peut significativement valoriser ces qualités. Ainsi, en utilisant le buzzword Tech for Good, on voit bien en conclusion, sur la partie tech, qu'on a trois aspects qu'on a voulu mettre en avant et nous invitons à lire le détail du rapport Towards 2030 pour mieux comprendre et rentrer dans le détail, mais on a des technologies digitales qui offrent clairement des solutions importantes. On les a testées dans des événements qu'on a pu organiser et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, à approfondir. Point numéro 2 est très important. En fait, les technologies
tous ces acronymes ne doivent pas être identifiés et testés l'un à côté de l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est là qu'en fait, on arrive à développer véritablement le potentiel des technologies, voire à contrecarrer les risques aussi que chaque technologie prise séparément peut générer. Et enfin, le dernier point, c'est un point important. Beaucoup d'entreprises réfléchissent et d'investisseurs réfléchissent aux technologies, mais on pense qu'il est très important aujourd'hui d'investir massivement sur l'instrumentalisation de ces technologies au service d'un certain nombre d'objectifs de développement durable parce que ce sont des leviers intéressants permettant d'accompagner la transformation des entreprises autour des questions éthiques, sociales, environnementales. Je vais avancer sur la partie financière. Elle est importante et c'est un des espaces que nous avons voulu explorer avec ce rapport. Une des difficultés qui est identifiée aujourd'hui, souvent, dans la manière dont entreprises et investisseurs font preuve de bonne volonté dans leur implication sur les questions de développement durable, c'est la ressource. Avec le rapport Towards 2030, nous avons exploré la manière dont plusieurs leviers pourraient être mis à disposition pour pouvoir augmenter la capacité de portée de l'investissement privé sur des programmes servant l'agenda 2030. Et ça se situe dans un contexte qui est évoqué sur cette page. Ce contexte, c'est un contexte dans lequel les financiers et les acteurs du monde de la finance eux-mêmes se posent un certain nombre de questions. Les liquidités ont significativement augmenté. La manière dont on calcule le coût rendement risque des récentes années n'a aucune raison de démontrer sa capacité à être pertinent pour les prochaines années. Donc, il y a une réelle réflexion autour de la manière de mieux équilibrer cette réflexion-là dans la mesure ou le calcul de l'anticipation de valeur générée par le portefeuille. Et puis, il y a un contexte qui est propice aux objectifs de développement durable, puisqu'il y a une montée en puissance, toutes sortes d'innovations, de programmes d'engagement associés à des questions très concrètes autour notamment, par exemple, de la question climatique, qui est de plus en plus même portée par exemple, des régulateurs, différentes banques, la Banque de France, la Banque d'Angleterre, par exemple, mettent en place des systèmes de stress test autour de la question climatique. D'autres enjeux réglementaires, des pressions sociales aussi, nous l'avons évoqué plus tôt, encouragent les investisseurs à poser des questions sur, par exemple, les questions de déforestation, des questions de circularité, des questions de biodiversité, des questions de respect des droits humains dans leurs univers d'investissement. Ainsi, nous avons étudié particulièrement 13 solutions qu'on trouvait innovantes, qui sont résumées sur cette page, et qui permettent de pouvoir rappeler un petit peu différents instruments, différents outils qui peuvent être mis à la disposition des acteurs de la finance, mais également des entreprises, voire des écosystèmes de filières, pour pouvoir traiter des questions et mettre d'instrumentalisation finalement d'outils financiers au service de programmes avant les agendas 2030. Nous avons vu les résumés autour de 4 grandes familles. Et la famille 1, que vous voyez en vert sur cette page-là, c'est finalement une famille qui permet de s'appuyer sur des technologies digitales dans la banque, dans la finance, dans l'assurance, et de fabriquer ce qu'on appelle des fintech, des insurtech, qui peuvent, pour être très concret, par exemple, permettre l'accès à des services financiers à des populations plus vulnérables ou classiquement, historiquement exclues. Juste pour prendre un exemple, il existe de nombreux autres exemples. La famille que nous avons identifiée en bleu, la famille numéro 2, c'est une famille dans laquelle on réfléchit à la manière dont on peut développer des contributions positives associées aux investissements. Prendre juste les 2 exemples qui sont évoqués, il y a évidemment la mobilisation de ressources sur de l'investissement à impact, puis il y a aussi la possibilité de pouvoir nourrir le dialogue entre émetteurs et investisseurs autour des questions de développement durable et d'agenda 2030. En tout cas, sous-famille de cet agenda 2030. Décarbonation, par exemple, éthique, respect des droits humains, égalité hommes-femmes, par exemple. La famille numéro 3, c'est une famille dans laquelle on étudie la possibilité de voir comment des systèmes collaboratifs, certains existant déjà, bien sûr, peuvent se nourrir de ces réflexions de développement durable pour pouvoir développer des solutions innovantes. Par exemple,
tout ce qui est blended finance, pour prendre juste cet exemple-là, finalement, c'est un système dans lequel on peut réfléchir à du partage de risques, pour des logiques qui ont déjà pu être exploitées et largement testées dans d'autres espaces que des espaces de développement durable, mais qui permettent de pouvoir cofinancer, mettre des systèmes, je dirais, de plusieurs niveaux de sécurité, associant plusieurs sources d'investisseurs privés qui peuvent être soutenus par des investisseurs publics sous condition de résultats et qui permettent tout simplement de prendre des risques et d'innover. La famille numéro 4, la famille de nouveaux instruments financiers, c'est la famille que vous voyez en rouge sur le coin à droite de cette page. C'est une famille où on étudie par exemple la manière dont un investisseur peut conditionner du taux des coûts de mise à disposition d'investissement sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernants. Et enfin, la famille numéro 5, c'est une famille dans laquelle on étudie de la finance décentralisée qui peut être mise au service de solutions d'accès à de la ressource et de la finance. Donc, par exemple, la crypto-monnaie, la tokenisation. Là encore, ce sont des dispositifs qui ont déjà été exploités, testés, qui continuent à se développer pour plein de sujets et plein de thématiques qui ne sont pas forcément associés à des questions de développement durable, mais nous, ce qui nous intéresse dans le rapport Towards 2030, bien évidemment, ça a été d'explorer différents exemples dans lesquels cette instrumentalisation pouvait être faite et conditionnée au service de programmes servant l'agenda 2030. Les conclusions que nous avons voulu partager avec vous dans le rapport, qui sont aussi accessibles dans un autre document que le rapport Towards 2030 qui fait environ 100 pages et qui permet évidemment de pouvoir accéder aux détails de cette présentation et à un certain nombre d'exemples qui ont pu être identifiés à travers des activités d'entreprise, d'investisseurs, de concepts qui sont explorés dans le rapport. Il y a également un executive summary qui fait juste quelques pages et qui reprend ces 5 points. Et on conclura avec ces 5 points d'ensemble qui sont le fil directeur du rapport Towards 2030. Le premier, c'est qu'il y a un large consensus autour des questions de résilience. C'est-à-dire que la plupart des décideurs économiques, investisseurs, entreprises, s'accordent pour considérer que les révolutions digitales, environnementales et sociales en cours sont en train de profondément modifier la manière dont les entreprises vont devoir apporter la prochaine décennie. Il y a clairement un enjeu important qui est posé en termes de transformation. Pour autant, c'est le point numéro 2, la capacité des entreprises et des acteurs économiques à se projeter dans la prochaine décennie est assez faible. Un rapport étudié qui a fait l'analyse d'une bonne centaine d'entreprises à novembre 2019 montrait à quel point, en étudiant les objectifs de développement durable proposés par un certain nombre de grandes entreprises, elles avaient du mal finalement à se projeter au-delà de 2020, 2025 pour juste un tiers d'entre elles. Alors, peut-être qu'une partie est associée au fait qu'elles étaient en train de travailler sur ces éléments. Pour autant, voilà, c'est assez faible et ça montre à la fois une conscience de bousculement, pour autant une faible capacité de projection, alors que pour autant, ces grandes entreprises sont naturellement dans leur métier, pour un certain nombre d'entre elles, naturellement projetées sur des contrats, sur des activités qui les forcent à se projeter à 2025-2030. Le point numéro 3, c'est un point qui est important également, puisqu'il permet de montrer que l'agenda 2030 offre un agenda global et l'alignement finalement des objectifs de développement durable n'est pas forcément complètement en phase. Donc là, il y a un vrai travail qui permet de clarifier, simplifier et amplifier finalement la contribution des acteurs privés autour d'enjeux simples. Vie sur Terre, décarbonation, égalité homme-femme par exemple, qui sont portés par l'agenda 2030. Ça permet de pouvoir rationaliser et mobiliser les ressources de manière efficace sur un agenda coordonné avec tout un écosystème. Le point numéro 4, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que les révolutions digitales en cours sont importantes. La lisibilité est assez faible sur les solutions, les technologies. Et donc, au final, c'est quelque chose qui est en parallèle de ce qu'on peut en voir dans ce point 4 aujourd'hui. Il est indispensable d'investir, d'explorer, d'avoir de l'ambition sur la manière dont les technologies peuvent changer les choses. Il est aussi indispensable de le faire le plus possible sur des logiques open source, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus sur les bases de données, la manière dont l'ensemble des initiatives vont pouvoir s'articuler et se coordonner dans les années qui viennent. Et le dernier point,
Le point numéro 5, c'est un point que nous avons trouvé intéressant, puisque là encore, finalement, on a beaucoup d'acteurs qui se plaignent de manquer d'accès à la ressource. Or, nous avons identifié beaucoup de leviers qui étaient mis à la disposition de solutions concrètes. Donc, en fait, ce qui est intéressant derrière ces 5 conclusions, c'est de se dire que nous pouvons commencer la nouvelle décennie avec réalisme, sans candeur, sans naïveté sur un certain nombre de challenges et de défis auxquels nous faisons face, mais avec le rapport Towards 2030, nous avons voulu démontrer qu'il existait de nombreuses solutions concrètes permettant de coordonner les actions, de pouvoir s'appuyer sur toute une palette d'outils pour pouvoir véritablement amplifier, accélérer à la fois la transformation des acteurs, des entreprises et de la manière dont les investisseurs se projettent dans l'économie réelle, tout en amplifiant la contribution et en donnant du sens au concept de raison d'être pour ces acteurs-là sur une logique d'agenda 2030. En illustration, ça semblait intéressant de pouvoir prendre juste 2 minutes pour pouvoir illustrer finalement la manière dont tous ces concepts-là peuvent fonctionner à travers un exemple. Suti, c'est un exemple que nous sommes en train de déployer et de concevoir chez XAPA. Un peu d'informations est disponible sur notre site internet dans la section investissement à impact. Et en fait, c'est un outil, un programme que nous sommes en train de déployer qui associe l'instrumentalisation de solutions digitales et innovation financière au service de l'agenda 2030. La logique, c'est de s'appuyer sur des chaînes d'approvisionnement qui sont complexes. On se focalise pour l'instant sur des chaînes agricoles avec ce qu'on appelle des commodities, sur lesquelles aujourd'hui il y a une grande fragmentation, une faible traçabilité, et puis des acteurs aussi qui, même si les industriels sont souvent des grands acheteurs individuellement, ils pèsent peu. Donc ils ont du mal à pouvoir déployer des systèmes qui permettent de véritablement traiter des vrais risques. On a parlé de la déforestation, on peut parler des enjeux, d'autres enjeux environnementaux, pratiques agricoles non raisonnées, conditions de travail, donc un certain nombre d'enjeux éthiques et de droits humains non maîtrisés aujourd'hui. Et donc avec Suti, l'idée, c'est de mettre en place un programme qui permette de toucher des fermiers, des petits agriculteurs. Vous avez l'exemple de Harry qui possède une ferme de 2 hectares sur une activité de commodities en Asie du Sud-Est, par exemple, et de lui permettre de pouvoir bénéficier des services d'un formateur et de contenu qu'il peut même utiliser de manière déconnectée si, quand il est sur sa zone de travail, il n'est pas du tout connecté sur Internet. Et des petites vidéos qui lui permettent de pouvoir développer significativement ses pratiques agronomes, ses performances santé-sécurité, par exemple, et de pouvoir comme ça alimenter également toute une base d'informations, donc en associant de la formation présentielle et digitale, et d'être suivi à travers l'application, notamment sur l'impact que ce dispositif de formation peut avoir sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'autre extrémité de le même dispositif, vous avez l'acheteur de la matière première et toute sa chaîne de valeur avec sa complexité, qui sont des acteurs qui peuvent collecter et agréger l'ensemble des données pour pouvoir maîtriser, gagner en traçabilité, d'où viennent les produits, et puis à travers la formation, gagner en information sur l'impact qui est généré par ces dispositifs de formation pour réduire du risque environnemental, social. Par exemple, avec les points GPS, on peut identifier globalement d'où viennent les productions. Ça permet de réduire les risques de déforestation, d'avoir de l'information. À travers le transfert de formation, on peut améliorer la pratique raisonnée. Et puis, il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont intégrés dans le dispositif qui permettent de pouvoir, au-delà, accompagner des communautés de fermiers sur des questions ensuite d'accès à des nouveaux dispositifs, notamment d'accès à des équipements, d'accès à des systèmes de santé et sécurité. Par exemple, pour l'acheteur, c'est une manière de pouvoir, là aussi, pour des coalitions d'acteurs, agréger de l'information et mieux gérer des chaînes complexes. Je termine cette présentation aujourd'hui, ce webinaire, en vous invitant à échanger toute information, questions que vous pouvez avoir par rapport aux différents contenus qui ont été proposés. Vous avez ici en clôture différents éléments de contact vous permettant de vous joindre notre équipe, au moins de direction, puis après les différentes personnes qui travaillent autour de l'initiative XAPA et de nos différentes activités. C'était un plaisir de pouvoir partager ce webinaire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à télécharger les informations, à vous abonner enfin à notre newsletter qui vous permet de pouvoir suivre de l'information
mensuel sur nos dernières actualités, un du suivre sur les médias sociaux, XAPA.org, LinkedIn principalement, Medium également. Nous vous souhaitons une excellente journée et espérons que ce webinaire vous a été utile.